Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Votre souffle vous a poussé vers le vent du succès. Votre notoriété est internationale et vous le devez à votre travail et pas au moindre piston, même si votre trompette en comporte 4. Bonjour Ibrahim Malouf. Bonjour. Quelle joie de vous avoir parce que vous êtes dans le monde entier en permanence, j'ai l'impression, avec vos orchestres, votre trompette, vos enregistrements. C'est la chance que j'ai de faire de la musique instrumentale. Oui. Il n'y a pas de langue dans la musique instrumentale, ce qui permet de voyager plus facilement. Alors, nous parlerons tout à l'heure de ce nouvel album Capacity to Love, le 15e, je crois. C'est le 17e si je compte les albums live. Ouais, donc c'est 15e studio. Voilà. Et on va évoquer votre carrière à travers des dates clés. C'est le principe des clés d'une vie. Et la première que j'ai trouvée, alors c'est le 28 octobre 2003. Votre première télé, une interview de quelques secondes à peine au journal de 13h où vous évoquez votre maître dont vous allez reconnaître la trompette. L'extrait de l'adagio du concerto pour trompette de l'orchestre en ré mineur par Maurice André. Magnifique, hein? Voilà. Et vous êtes dans ce reportage et vous dites tout le bien que vous pensez de Maurice André. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce reportage. Alors, je me souviens plus vraiment, mais par contre, je suis souvent intervenu lorsqu'il s'agit de parler de lui, parce que c'est quelqu'un qui a joué un rôle extrêmement important dans la vie de mon père et dans la mienne aussi. Il a été celui qui a accueilli mon père, qui à l'époque était un réfugié de guerre, puisqu'il il avait quitté le Liban pour pouvoir être en France. Pour y vivre, et même bien avant encore, c'est lui qui lui avait ouvert ses portes la première fois même pour faire ses études au Conservatoire de Paris, dans les années, au début des années 70, fin des années 60. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui a été à la source de notre installation en France et de notre développement en tant que Français. Alors cette interview, je crois que c'est pour ses adieux à la scène au Palais des Congrès à 70 ans. Et c'est là où vous êtes intervenu, car c'était encore des soirées magiques, sa dernière tournée. Moi, j'ai toujours énormément d'admiration pour ce monsieur qui a non seulement été un grand soliste français à l'international et qui a fait rayonner l'école française de trompette, mais c'est surtout, il l'a créée. C'est-à-dire qu'elle était complètement oubliée, cette école. Il y avait d'autres trompettistes il y a très très longtemps, des Jean-Baptiste Arban et d'autres qui avaient fait des carrières comme ça, mais beaucoup moins internationales évidemment. Et lui, en fait, avait ressorti la trompette vraiment des placards et avait redonné un souffle incroyable. Et même jusqu'aujourd'hui, il y a énormément de musiciens, de trompettistes dans le monde entier qui ont beaucoup encore d'admiration pour la trompette de Maurice André et pour ses enregistrements incroyables, pour tout ce qu'il a ressorti des placards, le répertoire de musique baroque, etc., que personne ne jouait à la trompette au départ. Et moi, j'ai le souvenir, dans mes jeunes années, de l'avoir interviewé, et je me souviens d'un homme mais très chaleureux, très drôle, plein d'humour, racontant des tas d'histoires. Très joyeux. Très joyeux. Ouais. C'est assez étonnant. Alors, la trompette, ça a commencé, je crois, à l'âge de 7 ans pour vous, Ibrahim Malouf, et votre premier professeur, c'était votre père. Ouais, mais ça a même commencé avant, parce que j'écoutais mon papa tous les jours à la maison, depuis toujours. Mais c'est vrai que j'ai commencé à en jouer, j'avais 7 ans. Ouais. Voilà. Et il y a un morceau à ce moment-là qui a compté pour vous, c'est celui-ci. Les Macam par Nassim Malouf, votre père. Mais c'est pas un morceau, là, c'est une gamme. Il faisait ça, c'est le début des Macam. Alors, ce qu'on appelle les Macam, en fait, dans la musique arabe, c'est les gammes qui ont des intervalles qui sont extrêmement différents. Des gammes qui existent dans la musique occidentale. C'est un peu comme dans les musiques indiennes, il y a les ragas, etc. Donc j'écoutais mon père travailler ça beaucoup à la maison, parce que c'est lui qui a été le premier trompettiste à jouer ces gammes-là à la trompette, donc en l'occurrence, puisqu'il a inventé cet instrument qui permet de jouer ces macams-là à la trompette. Et donc j'entendais mon père jouer, travailler, composer ces musiques à base de macam, et ça fait partie des premières choses que j'ai appris à jouer à la trompette au début quand j'ai commencé à jouer. Oui, parce qu'en fait, il avait inventé la trompette à 4 pistons que vous utilisez. La trompette à quart de ton, voilà. Ouais. Ouais, à quart de ton. Et dans son village, d'ailleurs, on disait qu'il jouait faux quand il jouait avec les 4 pistons. Et c'est le contraire. Non, c'est le contraire. En fait, c'est qu'au village, souvent, lorsque les gens chantent la musique arabe et la jouent avec des cuivres, ils n'ont pas les quarts de ton, donc ils jouent faux. Et donc, à l'époque, mon père les entendait jouer.
et leur disait mais vous jouez faux, vous ne savez pas, les gens pensaient même qu'ils jouaient tous très faux. Et un jour mon père a donc découvert que la raison pour laquelle il jouait faux, c'est qu'il n'y avait pas le piston qui permettait de jouer ces makams-là. Et donc il a corrigé, et en inventant cette trompette, il a permis justement de jouer juste ces makams à la trompette. Alors il faut savoir une particularité chez vous, Ibrahim Malouf, vous êtes né un 5 novembre, mais officiellement vous êtes né un 5 décembre. Ouais. À cause de la guerre du Liban. C'est ça, mes parents n'ont pas pu me déclarer le jour de ma naissance. Ouais. Alors, vous êtes venu tout de suite en France à l'âge de 2 ans. Moi, ce qui m'a toujours étonné avec cette guerre, je suis allé il y a quelques années faire un spectacle là-bas, c'est le moral des Libanais qui est toujours au beau fixe. Quoi qu'il arrive, le soir, il y a des hélicoptères qui passent, qui vont vers les positions ennemies, et ben on continue comme si de rien n'était. Alors pas vraiment comme si de rien n'était évidemment, mais la vie doit continuer, ouais, parce que les Libanais vivent dans un pays qui est constamment confronté aux crises depuis très 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 longtemps, depuis la création même de l'État, voire même avant en fait. Les gens qui habitent sur le territoire qu'on appelle le Liban aujourd'hui, mais qui s'appelait la Syrie il y a quelques décennies, et ont systématiquement connu des crises et des guerres. Donc c'est vrai que les Libanais ont tendance à savoir vivre même dans les temps de crise les plus difficiles. Alors, ils savent vivre, et puis vous avez appris vous, à vivre en France. Vous êtes arrivé quand vous aviez 2 ans, et finalement, vous êtes devenu trompettiste parce qu'il y a quand même une mère pianiste, un grand-père musicologue. C'est presque inné, c'est presque la famille. J'ai souvent un débat avec mon épouse sur la question inné ou acquis, et moi je pense que tout est acquis. Oui. Et que tout se travaille en fait. J'y crois pas beaucoup moi. Vous savez, quand on dit aux élèves dans les conservatoires, ah votre enfant est doué ou pas doué, moi j'y crois pas trop. On me disait toujours que j'étais doué quand j'étais petit, oui, mais j'y croyais pas du tout, et j'y crois toujours pas plus aujourd'hui. Je pense qu'en fait j'ai eu la chance de grandir dans une famille où la musique était partout. Si ça avait été des architectes, peut-être que je me serais intéressé plus à l'architecture. S'ils avaient été journalistes tous, peut-être que je serais devenu journaliste, j'en sais rien. Mais il se trouve qu'ils étaient musiciens, et donc du coup la musique était systématiquement, constamment partout dans notre famille. C'est Brel qui disait le génie ça n'existe pas, c'est 5% et le reste c'est du travail. Ouais, mais je vais même vous dire, même les 5% de génie, j'y crois pas. Vous voyez, donc je vais encore plus loin. Alors vous avez appris grâce à votre père Ibrahim Malouf toutes les bases de la technique classique, du baroque, du moderne, et puis vous l'avez suivi en tournée dès vos jeunes années. Oui, très très tôt en fait. Vous savez, comme je prenais des cours tous les jours avec lui, alors qu'habituellement un enfant prend des cours une fois par semaine au conservatoire, par exemple, et puis pendant les vacances il prend pas de cours, et puis surtout quand on prend un cours, je sais pas moi, le mercredi, on a tout le reste de la semaine et le début de la semaine d'après pour se tromper. Moi j'ai pas pu me tromper, si vous voulez. J'étais tous les jours, j'avais un cours, et je ne jouais jamais en dehors de ces cours-là. Donc ce qui fait que j'ai progressé très très vite. En 7 jours, j'avais l'équivalent de 7 semaines de cours, presque 1 mois et demi. Donc ouais, pratiquement. Donc en fait ça allait très 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 vite, et donc vers l'âge de 8 ans et demi, 9 ans, j'avais déjà la possibilité de jouer presque comme un professionnel. Ça s'appelle un enfant prodige, non? Non, encore une fois. Non, je pense que c'est simplement que j'ai beaucoup travaillé étant jeune. Mon père me laissait pas du tout la place à l'erreur. Il avait une éducation extrêmement rigoureuse, parfois même très stricte. Trop strict parfois, et ce qui faisait que j'aimais pas forcément jouer de la trompette quand j'étais petit. J'ai fini par aimer ça bien plus tard, dans ma vingtaine, mais par contre j'ai progressé très très vite, et j'étais capable de jouer des choses difficiles très jeune. Et avec un morceau fétiche que vous allez reconnaître. Beyrouth. Ça, c'est un morceau fétiche de votre père, je crois, non? Non, c'est moi qui ai composé. Il l'a joué aussi. Non. Non, il l'a pas joué? Non. Parce que j'ai hésité là-dessus. Alors, c'est un morceau qui compte pour vous parce que c'est Beyrouth, c'est le Liban. Oui, j'ai composé ça en 93, juste après la fin de la guerre. J'étais tout jeune, je devais avoir 12 ans. Et j'avais 12 ans, je me baladais pour la première fois dans les rues de Beyrouth où j'étais né. Et j'avais jamais vraiment vu Beyrouth avant 93. Et donc j'ai composé cette mélodie. Fait partie de pas mal de musiques que je composais quand j'étais très très jeune, et que j'ai gardé aujourd'hui. Que je joue beaucoup de ces musiques-là aujourd'hui dans mes albums. Et j'ai encore beaucoup de musiques que j'ai composées dans cette époque-là, que je n'ai toujours pas jouées, et que j'espère un jour jouer. Et en plus, vous avez fait des études scientifiques, mathématiques. Je crois que vous avez passé le bac à 17 ans avec une spécialité mathématique. C'est quand même beaucoup de travail. Je voulais devenir architecte, en fait. Justement, on parle de Beyrouth. Je voulais reconstruire la ville dans laquelle j'étais né, et que j'avais vue détruite très tôt.
Et je rêvais vraiment de devenir architecte. Je savais que pour être architecte, il fallait être plutôt bon en sciences. Ouais. Mais par contre, je dessinais pas très bien. Et à cette époque-là, on n'encourageait pas les jeunes à faire de l'architecture quand ils ne savaient pas dessiner. Alors, aujourd'hui, il y a AutoCAD et tous ces logiciels qui permettent de savoir dessiner même quand tu ne sais pas dessiner. Mais à cette époque-là, ça n'existait pas encore. Donc vous avez fait le conservatoire 5 ans. Voilà, je suis rentré au Conservatoire de Paris et j'ai étudié là-bas. J'ai eu mes diplômes. J'ai passé ce qu'on appelle des concours internationaux. C'est les concours d'interprétation qui permettent de se faire connaître dans le domaine de la musique classique. Et Oui. c'est comme ça que j'ai commencé un peu à me faire connaître. Voilà. Il y a eu un premier prix de musique de chambre, je crois, un diplôme d'études supérieures musicales, beaucoup de travail et beaucoup de souffle, parce que la trompette, c'est quand même un instrument très fatigant. C'est assez éreintant, ouais. Et ce qui est étonnant avec cet instrument, c'est que vous ne gagnez pas de crédit en travaillant beaucoup. Je m'explique. En fait, sur scène, même si on joue plutôt bien d'un instrument, en général, un très bon pianiste qui travaille des heures et des heures, son piano ou le violoncelle, etc., ils finissent par avoir une performance tellement précise, une virtuosité tellement précise qu'ils ne peuvent pas se tromper, je dirais, ou alors très rarement. À la trompette, vous avez beau énormément travailler, il y a un facteur métabolisme qui fait qu'on se trompe forcément dans un concert. Il y a toujours des notes qui sortent à côté. C'est assez fatigant psychologiquement. En plus, évidemment, de la fatigue physique, puisqu'on est tout le temps en train de souffler, on est tout le temps en train de jouer avec son apnée, en fait, Voilà. avec le cœur. En même temps, il y a une récompense à la clé. On va en parler avec une autre date, le 14 février 2014, justement. À tout de suite sur Sud Radio avec Ibrahim Malouf. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Ibrahim Malouf. Nous parlerons tout à l'heure de ce nouvel album Capacity to Love. Pardon pour mon anglais qui est absolument Très nul. bien, vous êtes très bien. 14 février 2014, c'est la première victoire de la musique, votre première victoire de la musique pour cet album. Et vous gagnez dans la catégorie meilleur album de musique du monde, et c'est la première fois qu'un album exclusivement musical est récompensé aux victoires de la musique. Exclusivement instrumental. Instrumental, oui. Ouais. Ben oui, c'était fou. Hein. Ça faisait peut-être 34-35 ans que les victoires de la musique existaient et ça n'était jamais encore arrivé. Donc ça m'a évidemment beaucoup touché que le monde des professionnels de la musique valorise le travail que je faisais. Et ça a été vraiment le début d'une nouvelle ère dans mon parcours musical. Et d'un seul coup, il y a un engouement vis-à-vis de mon travail, puisque le grand public y a eu accès. Oui. Alors qu'avant, c'était quand même très niche ce que je faisais. C'était votre 5e album, je crois. Oui. Et alors, Absolument. quand on reçoit la victoire, quand on entend son nom et qu'on doit monter sur scène, il y a une surprise. Vous attendiez à cette victoire de la musique, Ibrahim Malouf? Alors, sincèrement, quand j'avais su que mon album était nommé et que j'étais nommé, je me suis dit, ça peut pas aller plus loin que ça, parce que de toute façon, ça fait 35 ans que les victoires ne sont finalement rétribuées qu'à des chanteurs et des chanteuses. Et donc, j'y croyais vraiment pas du tout. Mais je disais à mes parents, à ma mère, ma famille, etc., je leur disais, mais voilà, pour moi, c'est déjà une victoire. C'est comme là, récemment, j'ai eu la chance d'être nommé au Grammy Award aux États-Unis. Bon, je l'ai pas eu, mais c'est logique, je veux dire, parce que c'est quand même une nomination incroyable. Mais la nomination en elle-même, pour moi, c'était déjà une victoire incroyable à vivre. Et donc, je considère, si vous voulez, qu'à partir du moment où on a mis la loupe sur vous et qu'on vous a encouragé et qu'on a mis votre projet un peu en avant, c'est déjà vraiment, vraiment beaucoup. Et donc, quand j'ai gagné, j'ai vraiment vécu ça comme une sorte de magie, un moment magique. Vous y croyez pas quand vous entendez votre nom, à la limite, vous pensez à quelqu'un d'autre, non, quand vous montez sur scène? Oui, et puis il y a aussi une chose qui n'est quand même pas anodine, c'est que moi je suis un artiste indépendant, que je ne passe que très très rarement en radio et jamais dans les grandes radios généralistes nationales. J'ai jamais été playlisté sur les grandes radios généralistes nationales. Donc je n'existe pas pour le grand public. Donc, si vous voulez, c'était un artiste indépendant qui n'est pas signé dans des grosses majors, qui d'un seul coup accède à ce type de prix. D'ailleurs, c'est arrivé une fois, c'est arrivé ensuite une deuxième fois dans mon parcours en 2017, mais après, plus jamais. Voilà. Alors, votre but, c'est bien sûr de travailler, de jouer votre musique et de découvrir le maximum de répertoire et de développer votre culture musicale et votre technique en permanence, Ibrahim Malouf. Oui, c'est très important, je trouve, il y a à aucun moment artistiquement on peut considérer qu'on est arrivé à un point qui est le point final de la question. C'est pas possible. C'est comme en littérature, c'est comme en journalisme, c'est comme dans pratiquement tous les domaines.
je sais pas, en cuisine, dans tous les domaines. Il y a tout le temps une évolution. Et cette évolution-là, il faut suivre parce qu'il se passe tellement de choses dans le monde entier, dans tous les styles musicaux, dans tous les domaines. Donc, je suis assez fasciné par toutes les nouveautés qui peuvent exister. Et donc, je m'intéresse beaucoup à la nouveauté et à ce qui se fait aujourd'hui. Et vous le démontrez dans cet album, on va en reparler. Mais surtout, ce qui est étonnant, c'est tous les concours auxquels vous avez participé avec des premiers prix. En Hongrie, à Washington, c'est quand même assez rare ce genre de choses. Je vais vous dire, le concours dont je suis le plus fier, c'est le concours de la ville de Paris à l'époque, donc le concours Maurice André, où j'étais arrivé en tête du concours. Oui. C'était en 2002. Et 2002 ou 2003 2003. Bah vous êtes mieux renseigné que moi. J'ai ma mémoire qui flanche. 2003, donc j'avais 22 ans. Pour moi, c'était vraiment le dernier concours que je passerais dans ma vie. Je voulais vraiment passer à autre chose après ça. J'avais fait beaucoup de concours, en effet. J'avais eu la chance d'en gagner un certain nombre et de me faire connaître. Mais je sentais que ma vie n'allait pas tourner autour de ce répertoire de musique classique toute ma vie. Ça pouvait pas être ça. J'avais envie d'autre chose, de créer, de vivre dans mon temps et de pas vivre il y a 4 siècles ou 5 siècles. J'avais vraiment envie de vivre maintenant. Et donc, du coup, je m'étais fixé cet objectif qui était vraiment le grand objectif de ma vie à cette époque-là. C'était d'arriver en tête de ce concours-là. Et voilà, j'avais touché du doigt cette victoire-là en me disant, ça y est, voilà, maintenant j'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant, je commence à vivre pour de vrai. Voilà. Et il y a un moment fort aussi qui est important dans votre carrière, c'est le jour où vous avez entendu ce morceau. Anywhere on this road par Lassad Sela, ça aussi c'est un point important. Oui, alors Lassad Sela, alors on parlait des concours. Les concours, alors dans le sport, les gens connaissent bien les compétitions, les championnats du monde, etc. Tout le monde connaît les championnats du monde de foot, de sport, les Jeux Olympiques, etc. Dans la musique, on ne connaît pas ça. On ne connaît pas très bien. On connaît les victoires, justement. On connaît les nouvelles émissions type The Voice, etc. Ouais. Mais dans la musique classique, vous avez des concours qui sont similaires à ça, mais qui ne sont pas très médiatisés. Donc ces concours-là, si vous voulez, c'était vraiment de la performance. Et puis, il y a un moment où on est touché par des musiques. Et moi, donc, Lassad Sela, je l'ai rencontré à peu près à cette même époque, d'ailleurs. Et Lassad a été la personne qui a catalysé justement un choix chez moi de personnaliser mon travail, de ne pas suivre simplement ce qu'on m'avait appris, ce que j'avais appris quand j'étais jeune, mais de vraiment aller dans quelque chose de plus personnel. Je jouais, moi, de la trompette à ma façon. Je composais des choses à ma façon, mais je ne les montrais à personne. Et puis Lassad Sela, que j'ai rencontré d'ailleurs grâce à un grand musicien français qui s'appelle Vincent Segal, violoncelliste et producteur, m'invite à jouer sur ce morceau-là. Et en écoutant le morceau dans mon casque au moment où je suis en studio et que je dois jouer et que je dois improviser dessus, j'ai une révélation. Je me dis, waouh, ça c'est la musique que j'ai envie de jouer. Ça, c'est la musique qui me ressemble. Lassad Sela était une chanteuse qui nous a quittés depuis. Malheureusement, elle est tombée malade très jeune. Elle a fait 3 albums. Ce sont 3 albums de génie pur. Donc, le premier, La Llorona, qui a eu un succès assez incroyable. Le deuxième album, celui-ci, The Living Road. Et elle en a fait un 3e juste avant de nous quitter, sachant qu'elle allait d'ailleurs nous quitter. À 37 ans. À 37 ans, absolument. 36 ou 37 ans. Et travailler avec elle sur son 2e album a été, comme je vous ai dit, une vraie révélation. J'ai compris que c'est dans ce nomadisme musical, dans ces choix qui ne sont pas codés, mais où je dois créer moi-même les codes qui me ressemblent, que je vais vraiment m'épanouir dans ce milieu de la musique. Et il faut savoir que Lassad Sela est restée une icône au Québec, puisqu'elle a fait découvrir la musique d'Amérique latine aux Québécois. Ah oui, ben voilà, elle était mexicano-nord-américaine et puis elle a vécu quelque temps en France. Sa famille était des circassiens. Elle travaillait à Marseille dans des cirques nomades. Ensuite, elle a vécu en effet un certain temps au Canada. Et voilà. Et puis, ça a donné votre premier album avec Diasporas. Là, on n'est pas dans le classique, Ibrahim Malouf. Non, on n'est pas dans le classique. Et c'est quelque chose d'important. C'était le point de départ, justement, c'était le premier album était important pour vous. C'était, vous savez, à chaque fois que je fais un album, mais d'autant plus lorsque ce premier album est sorti, je me dis ça y est, maintenant j'ai fait ça, j'ai libéré ce que j'avais envie de dire, ça y est, je peux partir maintenant, je peux m'arrêter là. Et pour ce premier album, je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose de vital. C'était presque une question de vie ou de mort. Si cet album ne sortait pas, il y avait quelque chose qui ne vivait pas en moi. J'avais ces musiques-là, je les travaillais depuis des années en moi et je sentais qu'il fallait que ça sorte. Sinon, il y avait quelque chose mon cœur ne battait pas correctement. Et donc oui, bien sûr, au moment où cet album est sorti,
Et surtout, c'est un album, toutes les personnes en qui j'avais beaucoup confiance à l'époque, qui avaient écouté cet album bien avant que je rencontre mon équipe d'aujourd'hui, qui m'a aidé à monter mon label. Mais toutes les personnes à qui j'avais fait écouter cet album m'avaient dit, attention Ibrahim, ça ne marchera jamais cette musique. Et moi, j'étais un peu têtu. Je me disais, mais ça m'est égal. Moi, j'ai besoin de la sortir, cette musique. Et donc, j'ai créé mon label pour pouvoir sortir cette musique, parce qu'aucune maison de disques ne voulait de cet album. Oui, et résultat, vous avez fait le tour du monde avec cet album, ou pratiquement, et même vous avez joué un peu partout, y compris d'ailleurs dans des clubs de jazz, car le jazz a toujours été très important pour vous. Le jazz est une des inspirations premières dans tout ce que j'ai pu faire, puisque c'est grâce au jazz que j'ai appris qu'on avait le droit de jouer comme on voulait sur cette trompette. Avant, j'étais vraiment dans l'école de mon père, l'école classique, où on joue de la trompette d'une certaine façon, avec un son brillant, clinquant, puissant, l'homme, etc. Il y a quelque chose de très presque masculin, un peu viril dans cet instrument au départ, tel qu'il nous est vendu dans les conservatoires et dans les écoles. Or moi, j'avais quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus féminin dans mon jeu. J'avais, j'avais envie d'aller chercher quelque chose de beaucoup plus tendre, de beaucoup plus feutré. Et je pensais qu'on n'avait pas le droit. Et donc, quand j'étais dans ma chambre, je mettais la couette au-dessus du pavillon de trompette et je m'amusais comme ça parce que je voulais pas qu'on m'entende. Oui. Et donc ensuite, j'ai découvert Miles, j'ai découvert John Hassell, j'ai découvert tous les autres trompettistes de jazz qui eux n'avaient que faire évidemment de tous ces codes. Et j'ai compris qu'on avait le droit. Et donc le jazz m'a beaucoup inspiré grâce à cette liberté-là. Oui. Et vous avez passé pendant vos études, vos nuits dans les clubs de jazz après le conservatoire. Alors j'y allais très souvent. Et j'allais surtout écouter les cours de jazz du conservatoire où j'étais pas inscrit. Parce que moi j'étais inscrit au conservatoire de Paris dans les classes de musique classique. Hein. J'étais diplômé dans des classes classiques. Mais il y avait des cours de jazz dans le sous-sol. Et de temps en temps, régulièrement, je descendais, j'écoutais, je me mettais un peu dans un coin, un peu comme ça discrètement. Et puis j'écoutais tout très attentivement. Une autre date importante dans votre vie, c'est le 24 février 2017. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Ibrahim Malouf. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Ibrahim Malouf. Nous parlerons tout à l'heure de Capacity to Love, votre 17e ou 15e album selon les circonstances, les lives. Et là, on revient au 24 février 2017. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Votre premier César pour un film, Les forêts de Sibérie. L'album Wind, le morceau Doops, c'est un César de la meilleure musique de film que vous recevez à Playel, non? Pas tout à fait. Alors en fait, donc Wind, c'est un album que j'ai sorti en 2011, je crois, 11 ou 12, et qui était la première musique de film, pour un vieux film de René Clair. Exactement, sur lequel vous mettiez de la musique. Sur lequel j'avais mis de la musique, voilà. Et donc, quelques années plus tard, donc en 2007, en effet, en février 2017, pardon, j'ai reçu un César pour la musique que j'ai composée pour le film Dans les forêts de Sibérie. Oui. Donc, qui est une musique beaucoup plus orchestrale, où j'étais à la fois au piano et à la trompette d'ailleurs, avec tout un orchestre symphonique. Et c'était un vrai bonheur, cette aventure, parce que, vous savez, moi, j'ai toujours senti que ma musique était très cinématographique. Et j'avais vraiment envie de travailler dans le monde du cinéma quand j'étais plus jeune. Et j'ai commencé à composer des musiques de films il y a une douzaine d'années. Et de recevoir ce César, c'était une manière de me dire bravo Ibrahim, continue, tu peux travailler dans le monde du cinéma, il n'y a pas de problème. Et justement, cette première musique, Wind, dont on a parlé. Wind, ouais. Wind, en fait, Wind, c'est le vent. Le vent, en anglais, ouais. Et il se trouve que c'est la Cinémathèque qui vous avait commandé cette musique, je crois. Oui, absolument. C'était la Cinémathèque française. Monsieur Toubiana à l'époque, oui. qui en collaboration avec le Fonds d'Action SACEM, et une femme qui s'appelle Alexandra Noran-Brunas-Kira, qui travaillait à l'époque au Fonds d'Action SACEM, m'ont encouragé vraiment à travailler sur cette musique de film, donc un vieux film, mais qui devait être restauré. Et donc on m'a donné cette chance de pouvoir enregistrer une musique. Et donc j'en ai profité pour faire une musique que je pouvais aussi jouer en concert. Donc j'appelais ça Wind, qui est donc le vent, pour la proie du vent.
Voilà. Il se trouve que c'était un film de 1927, un film muet, avec Charles Vanel dans le rôle principal. Et les cascades d'avions ont été supervisées par Albert Préjean, qui était à l'époque un jeune comédien. Ouais. Alors, il y a eu aussi un autre moment insolite dans votre vie, et très fort, je crois. C'est le 8 février 2015, une improvisation géante lors du salon Musicora. Oui, ça, absolument. C'est étonnant, ça aussi. Oui, et je suis très content que vous me parliez de Musicora, parce qu'il se trouve que cette année, en 2015, j'avais été donc le parrain de Musicora. Et figurez-vous que cette année, je le suis également. Donc voilà, je suis ravi. Et puis on refait d'ailleurs une improvisation, ça me permet d'en parler, c'était pas prévu. On refait une improvisation, ça a lieu le 28 mai. Dimanche 28 mai à la scène musicale dans le cadre de Musicora en après-midi ou à nouveau, et c'est ce qu'on avait fait en effet en 2015. On avait réuni, j'avais demandé à ce qu'on réunisse le maximum de gens qui auraient envie d'improviser avec leurs instruments de musique, peu importe les instruments de musique, les plus insolites parfois. Et en fait, on se retrouve comme ça, plusieurs milliers de personnes, et on crée ensemble une musique, on crée une pulsation, une harmonie, une mélodie, etc. Et on arrive à inventer une musique. Ça, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. J'ai écrit un livre qui s'appelle La petite philosophie de l'improvisation, qui est sorti il y a 1 an, et qui parle de la nécessité de réapprendre à improviser dans tous les domaines de nos vies, mais également réapprendre à nos enfants à improviser, et notamment dans le domaine de l'éducation. Et pour plein de raisons, je pourrais vous parler de ça pendant des heures et des heures et des heures. Voilà. En même temps, c'était pour vous improviser, ça se faisait plus depuis 1 siècle et demi. Dans la musique classique, oui. Et ça permet de trouver un langage personnel. Alors oui, si vous voulez, la première raison, celle qui est on va dire la plus évidente, c'est celle-là. C'est-à-dire que dans la musique classique, l'improvisation n'existe plus depuis très très longtemps. Alors elle un peu maintenant revient un peu parce que c'est un peu à la mode et tout, mais il y a quelque chose qui nous manque dans le domaine de la musique classique, c'est que le musicien se réapproprie l'œuvre qu'il est en train de jouer, puisqu'on joue des œuvres qui ont été inventées il y a 10 ans, 100 ans ou parfois 1000 ans. Donc je me suis moi-même étudiant en musique classique à l'époque, je me disais mais il manque quelque chose, moi j'ai besoin de jouer ma musique même si elle est classique. Et donc j'ai eu envie de développer ça. Donc ça c'est un peu les premières raisons, mais je crois qu'avant tout ce sont des raisons philosophiques et sociales qui m'ont poussé à mettre en avant beaucoup plus cette pratique de l'improvisation qui apporte énormément de réponses aux questions qu'on se pose aujourd'hui socialement et auxquelles on ne répond pas assez, je trouve. C'est-à-dire l'empathie, la nécessité de compréhension de l'autre, de la différence, la nécessité parfois de travailler dans un esprit commun. Vous savez, quand on est une dizaine, une centaine ou un millier ou plus, ça nous est arrivé de faire des impros de plus de 10 000 personnes, hein, donc vous pouvez imaginer, trouver une pulsation commune, c'est un exercice qui est fascinant. Parce que on n'a rien de prédestiné, on n'a rien décidé en avance. Tout se fait en direct. Et donc, d'un seul coup, qu'une pulsation naisse de l'initiative de tout le monde, qu'une harmonie naisse de l'initiative de tout le monde, c'est un message de l'importance du collectif qui me semble être de moins en moins à la mode à une époque où le selfie est devenu à la mode. Vous avez établi, je crois, le record de la plus grande improvisation musicale du monde. Absolument. Il n'est pas prêt d'être battu, à mon avis. Alors, l'improvisation, en plus, on connaît mal dans la musique, on connaît celle des textes, des ligues d'improvisation qui sont nées au théâtre. Et il y a également, on connaît peu, le record d'improvisation au micro. C'est Maurice Biraud, qui était un comédien et un animateur à Europe numéro 1 au début des années 60, qui a passé 24 heures au micro, au pub Renault sur les Champs-Élysées, dans une cage de verre, à improviser pendant tout ce temps-là. C'est de la folie, j'adore. Et ça a marché très bien. Alors, il se trouve aussi que non seulement vous vous intéressez à l'évolution de la musique, mais à son enseignement, car vous avez été professeur, et ça a beaucoup... Je le suis toujours. Vous l'êtes toujours. Il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu, je crois, d'abord le conservatoire de Viry-Châtillon, puis celui d'Aubervilliers. Absolument. En fait, j'ai eu la chance d'avoir des parents profs. Donc très rapidement, je me suis intéressé à ça. Je devais avoir 16-17 ans quand j'ai eu mes premiers élèves en privé. Et puis ensuite, progressivement, quand je suis entré au Conservatoire de Paris, il y a un directeur à Viry-Châtillon qui m'a proposé de prendre quelques heures pour que j'apprenne à vraiment bien le faire avec des élèves du conservatoire. Et donc après, voilà, j'ai fait mon expérience, j'ai appris en conservatoire municipal, puis en conservatoire régional, ce qu'on appelle les pôles supérieurs ensuite, les universitaires, etc. Et j'ai même enseigné en ZEP, dans les collèges en ZEP, les zones sensibles. Donc j'ai vraiment connu, si vous voulez, l'enseignement de la musique dans plein de territoires différents, dans plein de contextes différents. Et ça m'a fait aimer d'autant plus, ça m'a rendu encore plus passionné
par l'importance de transmettre. Oui, et ça n'a pas toujours été facile parce que les méthodes ne sont pas toujours celles que vous approuvez. Il faut se battre quelquefois pour imposer ces méthodes. Oui, surtout quand dans certains conservatoires, parfois la tradition a la main lourde. On a tendance un peu à se réfugier dans des codes qui nous rassurent parce que c'est ce qu'on a appris, parce que c'est ce qu'on nous a enseigné il y a 30 ou 40 ou 50 ans, parce que c'est comme ça que ça s'enseignait depuis 2 siècles, 3 siècles, 4 siècles. Et on a tendance à se dire, mais si je change ça, je bouleverse l'histoire. Et donc, c'est pas à moi de faire ça. Or, en fait, à toutes les époques, il y a eu des bouleversements. À toutes les époques, il y a eu des adaptations. On peut pas. Moi, j'avais pas envie, si vous voulez, que la musique classique devienne et reste une musique de musée. J'avais envie que ça devienne une musique d'aujourd'hui. Et vous avez aussi envie d'un rapprochement culturel. Et il a été officialisé à l'UNESCO, je crois, le 13 avril 2011, où votre travail pour le rapprochement entre les mondes arabes et occidentaux a été approuvé. Alors oui, à l'époque, donc j'ai reçu un prix. Alors ça, pareil, hein, moi j'étais très surpris, ça m'avait fait évidemment beaucoup plaisir. Mais l'UNESCO m'avait en effet remis un prix du rapprochement culturel entre le monde arabe et le monde occidental. Et je pense que, en fait, on a envie, tout le monde a envie de ce rapprochement culturel-là. Tout le monde, que ceux qui n'y croient pas comme ceux qui y croient. Tout le monde a envie de ça. Personne n'a envie qu'il y ait un clash entre ces cultures. Et donc du coup, ben voilà, je pense que j'ai été mis un peu en avant à cette époque-là, quand j'étais encore jeune, parce que j'avais tout le temps dans ma pratique de la musique envie que ces musiques-là se ressemblent et que ces cultures-là se rapprochent et qu'elles deviennent une seule et même culture. Voilà. Et vous l'avez prouvé avec un album. Cet album, c'est un hommage à Kalsoum, qui était l'astre d'Orient, qui faisait des concerts qui duraient jusqu'à 5 heures et qui, au début, avait dû se déguiser en homme parce que les femmes n'avaient pas le droit de chanter. C'est quand elle était petite, ouais. C'est son père, quand il l'amenait, c'est ce que l'histoire raconte, pour chanter les textes religieux. Elle avait une voix incroyable, mais il l'a déguisée en garçon puisque les filles n'avaient pas le droit de chanter, en effet. Et ça, c'est important pour vous, cet album dédié à Kalsoum. Oui, j'ai beaucoup écouté Kalsoum quand j'étais jeune, mais j'ai pas écouté que Kalsoum. Mais là, en l'occurrence, vous savez, Kalsoum, elle a cette image de la tradition. Elle a créé le classicisme avec sa voix. Elle a en tout cas redonné un souffle à la musique arabe classique, et elle est vue comme étant vraiment celle qui chante dans la plus grande tradition de la culture arabe. Et j'avais envie de prendre cette tradition et de la jouer avec le jazz le plus américain possible, le jazz new-yorkais, avec des musiciens new-yorkais, pour montrer qu'en fait, que ce soit interprété dans la manière traditionnelle arabe ou que ce soit joué et interprété avec les codes du jazz américain d'aujourd'hui, cette musique, c'est la même. Cette culture, c'est finalement, les mélodies sont les mêmes, c'est juste qu'on les habille différemment, on les décore différemment, on les interprète différemment, mais on partage les mêmes valeurs. Voilà. Et vous avez vraiment tout fait, y compris un concert avec la Philharmonie qui a été suivi d'une tournée en Égypte, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Ça aussi, c'est informant. On a fait plus de pratiquement 300 concerts dans le monde avec ce projet-là. C'est une histoire invraisemblable, ça aussi. C'est incroyable, vraiment. Et puis surtout, là encore, c'est étonnant, hein, comme souvent les gens donnent des conseils qui sont pas forcément les bons. Là aussi, beaucoup de gens m'avaient dit, mais Ibrahim, ça ne se joue pas c'est de la musique traditionnelle arabe, ça ne se joue pas avec une contrebasse, un saxophone de jazz et une batterie, un piano, et encore moins une trompette. Et que ce soit du côté du monde du jazz où on me disait mais Ibrahim, ça veut rien dire ce projet, comme du côté du monde arabe où on me disait mais Ibrahim, t'es sûr que tu veux vraiment toucher à Kalsoum, c'est quand même dangereux. Et je leur disais mais pourquoi on pourrait pas justement essayer et voir ce que ça donne. Et vous savez, le résultat, moi qui m'a le plus touché, c'est un jour on était au Lincoln Jazz Center à New York, on jouait, et dans le public il y avait une personne qui chantait en même temps que je jouais, assez discrètement, mais je pense que beaucoup de gens l'entendaient. Il chantait les paroles, puisque moi, à la trompette, il n'y avait pas les paroles, hein, évidemment, mais chantait les paroles de cette musique pendant que j'étais en train de jouer. Et il y a beaucoup de gens qui sont allés voir ce monsieur qui est venu me voir après le concert, qui était un Égyptien. Beaucoup de gens sont allés voir ce monsieur en lui disant mais comment ça se fait que vous connaissiez cette musique, parce que c'est nouveau, et comment ça se fait qu'il y a des paroles dessus, parce que l'album, il n'y a pas de paroles. Et il leur a dit mais vous savez pas, cette musique, c'est une musique qui a été adaptée par Ibrahim et ses musiciens, mais elle existe en version arabe traditionnelle. Et donc les gens sont tombés un peu de leur chaise en se disant mais on savait pas que cette musique-là, à la base, était une musique arabe. Donc vous voyez, donc finalement le métissage
de cette manière-là permet vraiment des rencontres culturelles, des rencontres qui vont au-delà de ce que la musique transmet. Et puis un autre grand moment aussi, c'était le 14 juillet 2021. 5 millions de téléspectateurs, 100 000 personnes devant vous. Vous avez les yeux fermés pour jouer la Marseillaise à la fin du grand concert de Paris. Ça, on sent votre émotion, Ibrahim Malouf. Alors ça, véritablement, dans le parcours des dates que vous énumérez et dans la vie, je crois qu'il y a rarement des moments aussi forts que celui que j'ai vécu ce jour-là. Bon voilà, imaginez évidemment, moi je suis trompettiste, je suis pas un artiste très très grand public, hein, encore une fois. Je suis d'origine libanaise, je ne chante pas la Marseillaise, je la joue à la trompette, et puis on me fait ce cadeau incroyable auquel je croyais très peu finalement. On me propose de jouer la Marseillaise dans ce jour très important qu'est le 14 juillet, et dans cet endroit évidemment qu'est le Champ de Mars, et surtout juste après cette crise du Covid qu'on a tous traversé. Il y avait donc beaucoup moins de monde devant nous, mais beaucoup de monde à la télévision qui regardait, et je leur dis, écoutez, moi je veux bien jouer la Marseillaise, mais à une condition, c'est qu'on me donne le droit de la proposer différemment. Et pourquoi j'ai fait ça ? Parce que souvent la Marseillaise est source de débats, et de débats pas toujours joyeux, sur la signification des paroles, sur le côté un peu guerrier, etc. Or en fait, la mélodie de la Marseillaise est une mélodie extrêmement douce, extrêmement belle, et on la valorise pas assez, et on oublie qu'elle est belle. Et j'ai dit, voilà, si vous me donnez l'autorisation de le faire à ma façon, moi je voudrais la rendre beaucoup plus tendre, beaucoup plus douce, et ensuite on jouera la version traditionnelle. Est-ce que vous êtes d'accord ? Et donc tout le monde a accepté. Et donc j'étais très 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 fier de pouvoir proposer pour la première fois, c'est la première fois qu'on joue la Marseillaise comme ça au 14 juillet devant la France entière. Et ça a marché, et maintenant on va continuer à parler de quelque chose de plus récent, cet album qui est sorti le 4 novembre 2022. A tout de suite sur Sud Radio avec Ibrahim Malouf. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Ibrahim Malouf. Donc on a parlé de votre parcours incroyable depuis vos jeunes années et votre arrivée en France. Et le 4 novembre 2022 est sorti un album, Capacity to Love, qui se veut un message d'amour et de réconciliation, Ibrahim Malouf. Oui, complètement, c'est ça. L'amour n'est plus à la mode aujourd'hui. Vous voyez, quand vous regardez un peu le cinéma, les jeux vidéo, la télé, Twitter, quand on écoute parfois malheureusement aussi la radio, tout est violence, tout est buzz, tout est... Alors pas cette émission, hein. Ouais. Tout est basé sur les clashs, il y a une violence qui est extrêmement prépondérante partout, dans toutes les strates de notre société. Et quand on parle d'amour, on est devenu ringard. Et on oublie la capacité de cet amour, de nous réconcilier, de nous permettre d'avoir une vie sympa, de pouvoir faire en sorte que nos enfants étudient sereinement, grandissent sereinement, vivent sereinement. Et ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas daté, ni ringard, ni cliché de parler d'amour. Et j'avais envie de le mettre en avant. Alors, pour ça, une fois de plus, vous sortez de votre zone de confort. On vous dit, mais t'es fou. Et en plus, vous ne travaillez pas seul, ce qui est une première. Alors, absolument. Et d'ailleurs, ça va ensemble. Moi, souvent, mes albums sont très différents les uns des autres. Et à chaque fois que je sors un album, je vais ailleurs que là où le public m'a bien aimé. Vous voyez, si par exemple, un album a bien fonctionné, celui d'après n'a rien à voir avec le précédent, etc. Et donc, en fait, j'ai souvent bousculé un peu les codes de mes albums. Mais jamais autant que cette fois-ci. Et pour le faire, j'ai eu besoin, en effet, d'avoir autour de moi des musiciens et des artistes qui étaient capables de m'amener là où j'avais envie d'aller. C'est-à-dire des musiciens qu'on ne connaît pas forcément en France, mais qui connaissent la musique urbaine parfaitement. Exactement. Et la musique urbaine, vous savez, c'est aussi une source de débat assez incroyable, je trouve. On parle, par exemple, de rap. Moi, musicien classique au départ, connu pour être dans le jazz, pour faire de la musique de film, pour jouer Kulthum, etc. Quand je parle de rap, on me regarde avec des yeux bizarres. On me dit, mais pourquoi il fait ça ? Est-ce que c'est pour des raisons commerciales ? Est-ce que c'est pour le buzz, pour se faire connaître plus, etc. Et je leur dis, non, les amis. Le rap, malgré ce que vous en pensez, n'a rien à voir avec l'image qu'on a du rap, qui est l'image du gangsta rap, des filles, des voitures, de tout ce truc-là. Ça, le rap n'est pas ça, en fait. Le rap est né dans une culture de la rue, comme le jazz d'ailleurs. Le jazz était aussi joué en club avec des femmes et des voitures et tout ça, et de la drogue. Mais le jazz
jazz n'est pas ça. Et le rap, c'est la même chose. Le rap est l'enfant du jazz. Et le rap, c'est une culture qui est extrêmement inclusive, où les DJ, les producteurs vont chercher dans la musique classique, dans les musiques ethniques, les musiques du monde entier. Et sur ça, on pose des paroles qui sont de la poésie. Alors, il y a des poésies vulgaires. Malheureusement, le rap très commercial est vulgaire. Mais le rap sur lequel moi je travaille et sur lequel j'avais envie de travailler est un rap conscient, comme on dit. Comme disent les rappeurs. Vous avez le rap conscient. Et vous l'avez découvert d'ailleurs, je crois, le rap au cours d'un festival de jazz à Montreux, il y a bien des années. Ah, le jazz, non, le rap, j'ai découvert bien avant. Moi, j'écoutais Wu-Tang Clan, j'écoutais de la soul quand j'étais jeune, j'écoutais MC Solar, j'écoutais... Mais sur scène, j'ai eu une révélation à Montreux. Oui. Où en effet, vous savez, moi, à Montreux en 2017, j'ai fait la rencontre de Quincy Jones qui est devenu mon manager. Et Quincy Jones, c'est le plus grand producteur de l'histoire, notamment dans la pop. Et il a amené des couleurs jazz et des arrangements jazz et des productions jazz à celui qui était le roi de la pop à l'époque, Michael Jackson. Et si vous entendez, j'ai eu la chance de discuter plusieurs fois avec Quincy Jones de l'importance du rap dans le monde de la musique aujourd'hui. Et c'est on ne se rend pas compte de ce qu'a apporté cette culture urbaine et cette culture du rap dans l'ensemble de la culture aujourd'hui mondiale. Et vous avez des gens qui vous vont dire « Oui, mais moi, j'aime pas ça. » Oui, mais c'est comme ça. C'est un fait. Le rap a apporté quelque chose d'incroyable au monde de la musique. Et à Montreux, j'ai eu la chance de voir à quel point le rap et le jazz et les musiques d'aujourd'hui sont liés. Alors, cet album, Capacity to Love, Ibrahim Malouf, il y a un Français Newton et un Américain Henry Was qui vous ont présenté des musiciens que vous ne connaissiez pas, à commencer par Gregory Porter, avec qui vous avez enregistré justement Capacity to Love. Wind like ancient rivers crossing, grand like grandma's open hands. Il faut savoir que Gregory Porter n'a rien à voir avec Cole Porter, non? Il a joué Nat King Cole, je crois, le rôle de Nat King Cole à Broadway. Alors, ouais, alors Gregory Porter, pour le coup, je le connaissais vraiment bien. On s'était vu avant. On avait déjà eu la chance de papoter. Les deux producteurs m'ont surtout fait connaître des rappeurs que je ne connaissais pas. Oui. Et des rappeurs conscients, encore une fois, je leur dis, sont vraiment de très très bons rappeurs américains en particulier. Mais Gregory Porter, oui. Alors, j'avais envie, si vous voulez, que dans cet album, il y a un peu toutes les couleurs de ce qu'est l'urbain aujourd'hui. Et quand on écoute Gregory Porter aujourd'hui, on sait que c'est un grand crooner de jazz et que c'est un des plus grands jazzmen d'aujourd'hui. Mais, et vous voyez, c'est là où la boucle est bouclée pour moi. Le jour où je l'ai fait venir au studio, on a enregistré ça dans les studios de Earth, Wind & Fire à Los Angeles. C'était d'ailleurs une expérience incroyable. Il est arrivé au studio, on a commencé à parler, il m'a dit « Parle-moi de ton album. Alors, de quoi il s'agit ?» Et ce jour-là, il m'avait dit, voilà, moi, j'enregistre jamais du premier coup, j'ai besoin de faire des tests avec toi, puis j'enregistrerai plus tard, etc. Et on papote, et en parlant, il comprend de quoi parle mon album. D'ailleurs, c'est lui qui m'a inspiré le titre de l'album, Capacity to Love. C'est lui qui nous a amené ce titre-là sur cette musique. Et que je lui dis, mais attention Grégory, je te préviens, hein, mon album, il y a un peu de rap dedans et c'est quand même beaucoup de musique urbaine. Il a explosé de rire et il m'a dit, mais Ibrahim, tu te rends pas compte, mais moi le rap, c'est toute ma musique, c'est toute ma vie. J'ai commencé d'ailleurs, mon premier album est un album de rap. Alors que c'est quand même connu, il est connu pour être un très très grand jazzman. Et puis il y a une surprise quand même dans cet album qui débute par cet extrait. I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. Un extrait du Dictateur de Charlie Chaplin. Le film, le tournage a commencé le 9 septembre 1939, c'est-à-dire 6 jours après la déclaration de guerre, qui a été pratiquement interdit en Allemagne jusqu'en 58, où il est devenu un classique. Et c'est souvent comme ça. Voilà. Souvent comme ça. Et puis, je crois que c'était important pour moi de commencer cet album qui parle d'amour et d'empathie par un des discours les plus forts qui, pour moi... résonne encore aujourd'hui, d'autant plus presque même aujourd'hui, tellement l'époque, j'ai l'impression, nous rappelle un peu ces époques de début de guerre ou d'avant-guerre. J'avais envie, si vous voulez, de rappeler que le discours de l'amour était là déjà bien avant la paix. Il était là avant la guerre. Et il était là à une époque où tout le monde... partait un peu dans tous les sens et la valeur amour n'était plus la valeur la plus importante quelque part. C'est pour ça que ça fait écho à notre époque aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai demandé à une personne que tout le monde connaît, qui est Sharon Stone, oui, d'écrire pour cet album un discours de clôture qui fasse écho
à ce discours de Chaplin, donc 80 ans plus tard, et de réécrire avec ces mots, finalement, cette même quête d'amour dont on a besoin aujourd'hui, mais avec des mots d'aujourd'hui. Ça s'appelle Our Flag. You cannot stop your disassociation from the unethical beautification of your campaign negotiation. You cannot stop with Alors ça, c'est étonnant parce que Sharon Stone, vous avez eu l'idée, vous lui avez écrit, Ibrahim Malouf, elle vous a répondu. Absolument. En fait, il se trouve qu'elle est... Alors, c'est pas pour frimer, hein, vraiment, c'est la vérité. Elle écoutait ma musique... Elle écoutait déjà ma musique et elle mettait souvent des commentaires sur mes réseaux sociaux. C'est une femme incroyable. Hein. Moi, je l'aime beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, depuis, on a lancé plein d'autres projets. On a beaucoup travaillé ensemble sur d'autres choses. Et là, en effet, je lui dis, voilà, je vois pas qui d'autre, quelle icône du cinéma, elle le prendra pas mal, hein, parce qu'elle le dit elle-même, mais quelle grande gueule du cinéma serait prête à finalement écrire quelque chose avec des mots d'aujourd'hui, qui résonne avec le discours de Chaplin. J'ai envie que ce soit une femme d'aujourd'hui qui oserait le faire, et elle a osé le faire. Elle a osé le faire. Il faut savoir qu'elle ose tout. D'abord, elle vient régulièrement à Cannes, mais non pas pour se montrer, mais pour des dîners caritatifs, car elle est très humanitaire. Et elle a été précoce. À 1 an, elle savait parler. Elle a eu 2 ans d'avance à l'école, toute petite, et des tests ont démontré qu'elle a fait un QI supérieur à 130, comme 2% de la population seulement. Non mais Sharon Stone, je vais vous dire, encore une fois, c'est pas pour frimer, mais j'ai passé énormément de temps avec elle là, ces derniers temps, parce qu'on prépare un projet ensemble, donc je suis allé chez elle tous les jours pendant des semaines, et c'est une des personnes les plus brillantes que j'ai rencontrées dans ma vie. Et c'est terrible parce que le cinéma l'a bloquée dans cette image de Basic Instinct pendant tellement longtemps, alors que cette femme est brillantissime. Vraiment, elle a quelque chose d'incroyable. Elle écrit beaucoup de textes, elle peint, elle a une vision du monde qui est à 360 et qui est extrêmement moderne. Il y a un rappeur de Brooklyn qui est également présent dans cet album, Ibrahim Malouf, avec 2 titres, dont Monet. Il s'appelle Eric the Architect. Life has run its course, stuck inside this purgatory, buried with my thoughts. No intellect, no disrespect, and friends that really make it worse. I'm lonely when I press it here. Most have call me crazy first. Laughter emanates through this treble and this bass. Most have quit along this journey. Là, on est dans le rap pur et dur. Oui, mais encore une fois, c'est du rap conscient. Alors vous savez, moi j'ai souvent cette conversation-là avec des personnes avec qui je travaille ou que je rencontre, ou le public par exemple qui vient me voir après les concerts, qui me dit oui mais alors on comprend pas pourquoi le rap, Ibrahim, vous faites du jazz, vous faites des musiques tellement douces, tellement chouettes, etc. Le rap c'est violent, ça draine des... Et je leur dis non, vous vous trompez. Et là le rap qu'on entend, évidemment il y a un rythme derrière, il y a une sorte de, comme un groove comme on appelle ça, avec des arrangements assez puissants et tout ça, mais le texte qui est scandé par ce rappeur est un texte extrêmement humain. Et c'est ça qu'il faut voir avant tout. Bien sûr. On va revenir à Chaplin parce qu'on avait écouté un morceau tout à l'heure, mais il y en a un autre dans votre album qui s'appelle Speechless. Deuxième hommage à Charlie Chaplin. C'est dans la continuité, Speechless. C'est la force d'un discours comme celui-là qui laisse sans voix. Et speechless, c'est ça en anglais, ça veut dire quand on est sans voix, on n'a plus rien, on ne sait plus quoi dire. Et ce titre-là, ce discours-là, je l'ai continué. Il a commencé tout seul, Chaplin, et ensuite la musique arrive. Et donc c'est comme 2 morceaux, si vous voulez, qui sont liés. Voilà. Et en même temps, vous avez été voir la famille de Charlie Chaplin. Vous avez pu, grâce à James Thierry, je crois, vous êtes James Thierry, ouais. Et ils ont pleuré en écoutant ce morceau. En tout cas, ils ont été très émus. Oui, ils ont été très émus. Et je crois que c'est, vous savez, on n'est que musicien, hein, quand on est musicien, mais la musique transporte des messages. Et l'un des messages que j'essaie de transporter depuis des années, c'est celui de l'ouverture. La musique nous ouvre des portes, elle ne ferme pas des portes. À partir du moment où il y a un interdit dans la musique, c'est que c'est mauvais signe. Et j'espère, parce que c'est mon souhait le plus cher tous les jours quand je travaille sur mes musiques, c'est que plus j'ouvre ma musique et ma culture, et plus moi je me sens libre. Et j'espère à chaque fois, donc je disais, que les gens qui écoutent ma musique ressentent également cette liberté-là. Et quand les gens sont émus, c'est qu'ils se sentent libres d'être émus. Il y a un Français dans cet album qu'on connaît bien, c'est M, avec un extrait « Tout s'illumine ». M, c'est une histoire d'amitié. Je crois que quand il a fait Bercy, vous aviez votre trompette dans votre poche par hasard et vous êtes monté sur scène, c'est ça? Alors, avec Mathieu, on partage tellement de choses avec Mathieu. Il fait partie de ces personnes qui sont toujours là, à côté, toujours dans mon cœur, à côté.
Déjà, notre histoire a commencé bien avant nous, puisque nos grands-mères jouaient ensemble aux cartes. André Chédid. À Alexandrie, voilà, André Chédid et ma grand-mère Odette Rossen, et elles jouaient ensemble aux cartes quand elles avaient 17 ans à Alexandrie, donc c'est vous dire que les chemins nous ont suivis longtemps. Et puis voilà, un album qui parle d'amour, de bienveillance. S'il y en a un aujourd'hui dans tout le paysage musical français qui ne fait que ça, de la bienveillance dans les oreilles de tout le monde, c'est Mathieu Chédid. Voilà. Et donc pour moi, c'était évident qu'il devait avoir sa place ici. Alors cet album est sorti et maintenant il y a une grande tournée dans les semaines à venir en France et dans le monde entier. Dans les mois à venir, et puis la tournée se terminera à Bercy le 29 novembre 2023. La date est presque complète, il reste encore quelques centaines de places, donc j'invite évidemment tout le monde à nous rejoindre. Vous n'auriez jamais imaginé ça, voici 15 ans? La première fois qu'on a fait Bercy, c'était en 2016. Et encore une fois, tout le monde me disait, mais Ibrahim, c'est mégalo de vouloir faire Bercy, tu n'es que trompettiste de jazz. Et j'ai dit, oui, mais c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est qu'on soit les plus nombreux possible pour fêter cette musique et pour faire la fête ensemble. J'avais besoin de ça. Puis 2016, juste après les attentats de Paris, il y avait quelque chose qui souffrait en nous tous, en fait. Et j'avais envie de fêter ça. Et donc, on avait fait la fête. Ensuite, il y en a une deuxième, donc il y a quelques mois, un peu moins d'un an maintenant, à Bercy. C'était la deuxième fois, une sorte de renaissance pour moi aussi, parce que j'avais mis un peu de côté un peu ce côté-là des grands concerts, des grandes scènes. Et puis ben voilà, de le refaire une troisième fois, comme on dit, hein, jamais 203. C'était c'est une sorte de trilogie, trinité, je sais pas comment on dit, qui permet pour moi de boucler une boucle. Oui, voilà. En attendant la boucle suivante, j'en suis certain, car vous n'êtes jamais à court d'idées. Merci Ibrahim Malouf. Je rappelle que cet album Capacity to Love est important pour vous et est un message d'espoir. Et je suis sûr que ce message sera reçu par beaucoup de celles et ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup, merci de votre invitation. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.